bonjour. D'abord, je voudrais remercier très profondément les gens qui ont décidé qu'il fallait que je sois ici, même si ce n'était pas clair pour moi. Il fait de ça déjà un mois. Maria, Vittoria, Americo et aussi Bassara, qu'on se connaît depuis quelques années, le travail qu'on fait ensemble. Parce que ce n'était pas une chose prévue pour moi, ce mois de juin, être au Brésil, pour surtout partager avec vous ce qui, quelque part, je peux dire, c'est un intérêt qui traverse mon être depuis au moins une dizaine d'années, autour de ce mot, ou cette parole si difficile parfois de définir, qu'on appelle interculturalité. Je dois aussi remercier celui qui est mon maître, qui m'a pris de la main dans tous ces chemins sur des questions interculturelles qui devraient être ici, mais que pour des raisons de santé ne pouvaient pas se déplacer, que c'est Raymond Panicard, qui était, disons, c'est ça, la personne qui, malgré moi, m'a fait rentrer dans tout ce monde passionnant, difficile, souvent déroutant, mais toujours intéressant. Je dois aussi remercier ceux qui m'ont accompagné pendant 6 ans dans mon apprentissage à Montréal, au Canada, à l'Institut interculturel de Montréal. D'abord Robert Vachon, directeur de la recherche, et la directrice hindoue de ce centre, Madame Kalpana Das, et aussi tous mes amis autochtones de la nation Mohawk, de qui j'ai pu écouter. Je ne sais pas si j'ai tout compris, sûrement pas, mais le peu que je pense que j'ai compris m'a beaucoup aidé à prendre conscience de ce défi auquel nous sommes confrontés, de la diversité culturelle et, en dernier terme, du pluralisme culturel. C'est alors à tout ce monde que je dois remercier, parce qu'en fait, c'est aussi grâce à eux que je suis ici, surtout pour partager avec vous, non pas autant de certitudes, même si j'en ai quelques-unes, mais des interrogations, des questions et surtout des chemins qu'on voit, des portes que j'aimerais ouvrir avec vous, dans la mesure qu'elles puissent nous servir, qu'elles soient utiles pour ce qu'il serait peut-être pas l'objectif en soi, mais l'horizon de mon intervention aujourd'hui, à savoir comment mettre en relation tous ces champs de la transdisciplinarité avec la diversité culturelle et le pluralisme culturel. Je vous avance déjà que je n'ai pas de recettes. Et si je dirais que j'ai des recettes, c'est un mensonge. J'ai quelques éléments qui me semblent qui peuvent nous y aider. Sûrement, ne sont pas les meilleurs et pluralisme oblige, sûrement pas les seuls qu'on peut avoir. Ce sont ceux qui m'ont permis, moi, jusqu'au présent, de faire un petit bout de chemin, mais que j'espère dans le dialogue, que je vais essayer que ce soit le plus long possible en limitant mon intervention, on pourra discuter, tester, évaluer, rejeter, accepter ou simplement observer. Ceci dit, depuis le début que je savais que je venais ici faire un peu plus qu'un mois, j'ai souffert. Et je dis j'ai souffert en pesant mes mots parce que je dois être confronté à un mot que jusqu'à présent, je dois reconnaître, m'a toujours paru suspect, que c'est la notion de transculture. Et je le dis tout d'abord pour montrer clairement
où j'en suis, au moins jusqu'au maintenant. Peut-être d'ici 2 heures, avec votre aide, je serai ailleurs. Et c'est un mot qui m'a toujours paru suspect, non pas par l'usage que dans les chambres transdisciplinaires on pu en faire jusqu'au présent, mais parce qu'il a eu un usage. Pour ceux parmi nous qui travaillons dans la question de diversité culturelle, qui très souvent, sinon pas toujours, a caché une sorte d'universalisme nouveau, conscient ou inconscient. Je ne peux pas juger les personnes, mais qui étaient là. Aussi d'une sorte de métissage, d'une idéologie du métissage superficiel, qui, je pense, parfois avec les meilleures intentions, n'est rien d'autre qu'une incapacité ou un manque de volonté d'accepter le défi du pluralisme au sens le plus profond du terme. Que, comme j'expliquerai plus tard, ce n'est pas tout à fait la même chose que la pluralité. Présentement, je ne peux pas dire si je crois que les transcultures ou les champs transculturels existent-ils ou, comme me corrigeait l'autre jour Bassarat, s'il est comme tel. Je ne peux pas dire oui ou non. Mais par contre, il y a une chose que je peux dire, que je crois, c'est que dans les cas qu'il existe, on ne peut pas l'aborder de la même façon qu'on aborde les champs transdisciplinaires. Et je vais essayer un peu de justifier le pourquoi de cette affirmation que je viens de vous faire, de dire. Bassarat, hier, a déjà, en quelque part, jeté quelques éléments sur les différences entre discipline et culture. Je voudrais, dans un premier moment, m'attarder, me concentrer à les préciser le plus clairement possible de mon point de vue. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte du fait qu'une discipline, c'est un regard sur une partie du tout. Le tout regardé à travers d'une de ces parties, qui peut être plus large, plus petite, peut prendre des formes différentes, mais c'est toujours un regard partiel et partialisant, si vous me permettez ce mot-là. Ceci m'amène à dire ou affirmer qu'une discipline, ce n'est pas une réalité en soi ontologique ou, pour être plus précis, autonomique. Elle ne fait pas partie de la structure de la réalité comme telle, même si elle peut nous aider à aborder et à comprendre cette réalité. Elle est contingente, mais elle n'est pas autonomique. Dans d'autres mots, je peux vivre une vie pleinement humaine sans être dans une discipline. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile, je répète. En plus, il y a un autre élément qu'il faut qu'on tienne compte, que je mentionne simplement maintenant, après je pourrais en quelque part y rentrer plus profondément, c'est que la division disciplinaire qui a été faite à un moment donné de l'histoire, ça a été une option faite dans la culture scientifique de la culture occidentale. Et j'ai dit, et je souligne, culture scientifique. Parce que je ne peux pas faire de différence ou de séparation entre culture et science, de la même façon que je ne fais pas de coupure entre science et économie, entre science et politique, entre science et éducation, entre science et religion. Entre culture, économie, culture et politique, culture, éducation, culture et religion.
Je les mentionne, je les répondrai tout à l'heure. Le pourquoi je ne fais pas cette coupure. Si je prends la notion de culture, si ambivalente soit-elle, si contradictoire puisse être, si indéfinie ou globalisante puisse être, je vois d'abord que dans toute culture, il y a un regard sur le tout, comme tel, et non sur une partie du tout. Même si c'est un regard qui n'atteint pas tout le tout, il regarde tout le tout. On verra après tout le jeu qu'on peut faire avec cette affirmation. Si je disais tout à l'heure que je peux vivre sans être dans une discipline, une vie pleinement humaine, par contre, j'ai du mal à concevoir que je puisse vivre pleinement une vie humaine en dehors d'une culture, d'une matrice culturelle donnée, au-delà des limites ou des contours qu'on puisse définir cette culture. Ce qui m'amène à dire que, contrairement à une discipline, une culture fait partie de la structure du réel, ou plutôt, pour être précis, de la réalité. Elle est de nature autonomique comme telle. Et pour répandre ce que je venais de dire tout à l'heure sur la non-séparation ou excision entre culture, économie, culture et sciences, etc., je dois, au moins dans ce qui concerne les champs interculturels, faire un essai ou essayer de donner, toujours dangereux, une définition de la notion, non du concept, de la notion de culture, que pour moi, d'abord, comprend trois niveaux. Un niveau de valeurs, de croyances, qui s'articule à travers une série d'institutions et qui débouche dans une série de pratiques qui concernent tous les domaines de la réalité. Quand je disais tout à l'heure, entre culture et science, quelles sont les relations? Pour moi, les relations, c'est que dans toute culture au sens global du terme, on a une culture scientifique. Dans toute culture, au sens global du terme, on a une culture politique, une culture économique, une culture éducative, etc., etc. Ce qui veut dire, au fond, ce n'est pas seulement un jeu de mots linguistiques ou sémantiques, sinon c'est une proposition pour voir qu'on ne peut pas isoler la notion de culture de quelque façon que ce soit. Certainement, on fait face d'une façon habituelle à trois réductionnismes qui s'alimentent entre eux mais qui sont différents. Le plus banal, c'est celui qui limite culture au folklore. C'est une pratique artistique, ce qui, je dirais, la culture définie par la culture artistique. Un autre réductionnisme qui prend la culture simplement comme une question de valeurs, le monde des valeurs des croyances, ou le réductionnisme qui définit ou qui réduit la culture à ce qui est la production intellectuelle dans une société donnée. Tout ça c'est de la culture, mais ce n'est pas seulement ça qui est de la culture. Toutes les dimensions de l'être humain sont culturelles. Parce qu'au fond, je pense que la vraie nature humaine, elle est culturelle. Mais ça, c'est le début. En ayant cette définition qui n'essaie pas d'être une définition conceptuelle, fermée, mais une notion ouverte qui devrait nous permettre d'intégrer des éléments, je suis obligé déjà de rentrer, je le mets entre guillemets parce que je ne peux pas faire une affirmation finale à ce sujet, dans différents niveaux de réalité de toute culture. Et j'ai dit niveau de réalité entre guillemets parce que je ne me sens pas autorisé présentement à établir un parallélisme
avec le niveau de réalité duquel Basarab nous parle. Peut-être dans les dialogues ultérieurs les prochains jours, on pourra les établir. Moi, je ne suis pas capable. C'est pour ça que pour le moment, je préfère de mettre ce niveau de réalité entre guillemets. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que c'est très important que ce soit pour s'engager dans un dialogue interculturel, que ce soit pour explorer si vraiment la dimension transculturelle ou le transculturel il est tel qu'il existe, tenir compte de ces trois niveaux de réalité qui ne sont pas faciles à expliquer, surtout les premiers entre eux. Je pense que même en plus de trois réductionnismes qu'on faisait ou que j'ai signalé tout à l'heure, il y a un autre réductionnisme qui se fait quand on parle de culture, c'est le réductionnisme par lequel on finit par parler de la culture à partir de ce que le logos peut regarder d'une culture. Et je dis bien réduire, ce qui ne veut pas dire que ce que les logos voient ne soit pas vrai. Mais peut-être c'est une partie de la réalité de la culture. Je vous l'annonce, et on va passer à avoir une transparence que, même si c'est un peu complexe, je pense, au moins à niveau général, excusez-moi, va nous aider à un peu naviguer dans ces trois dimensions, que peut-être serait le premier élément transculturel, qu'on pourrait dire, de différentes cultures. Même si pluralisme oblige, je dois accepter que quelqu'un d'autre d'une autre culture me dise que non, que dans sa culture, ces trois dimensions ne s'articulent pas tel que je vais les présenter présentement. Et là, on pourrait commencer un dialogue enrichissant. Ça va venir, non? Tu appuies sur les rouges. Oui, j'ai poussé sur le bouton. Ça va pas, ça apparaît, oui. C'est mystérieux. Ça sent bien. Oh non, c'est pas grave. Au fond, est-ce que vous voyez? Non, il faut éteindre la lumière. Oui. Bon. Si je me mets ici, non, oui. Bon. Il n'apparaît pas toute la transparence parce qu'il va falloir la monter après, mais ça c'est un schéma qui a été développé par... Oh, merci. Bon, en bas on va le voir, mais c'est bien, c'est le mystère pour le moment, on ne regarde pas. Ne regardez pas, hein, en bas. Ce n'est pas un schéma à moi, c'est un schéma développé par Robert Vachon à la suite et de sa formation philosophique et de son dialogue pendant 20 ans avec la nation Mohawk, un peuple autochtone, indigène, entre le Canada et les États-Unis, de la grande famille iroquoise. Et je pense que c'est un schéma qui, au-delà qu'il soit tout à fait vrai ou non, nous aide à comprendre au moins une articulation complexe de différents niveaux dans toute culture, au sens global du terme. Il parle, Robert Vachon, d'abord, de l'existence d'une dimension mythique, que c'est la dimension du mythos, qui est difficile à définir, mais qu'on pourrait dire en quelque part que c'est c'est en quoi on croit sans être conscient qu'on y croit. C'est ce qu'en français on dit « ça va de soi ». C'est le sol sur lequel j'ai construit toute ma réalité et que je n'ai pas besoin d'en faire une rationalisation constante, d'en être conscient dans le sens d'une conscience réflexive. C'est une série de croyances profondes sur lesquelles on n'est pas conscient qu'on y croit. Panicard dit aussi à ce sujet
c'est la lumière par laquelle on regarde, on peut voir la réalité. Et ces mythos, ces dimensions mythiques, ne sont pas pareilles d'une culture à une autre, surtout quand la distance culturelle est plus grande. Et on pourrait la définir en quelque part comme ce qui n'est pas pensé, qu'il faut différencier de ce qui ne peut pas être pensé. D'abord, c'est ce qui n'est pas pensé, d'abord. Ces mythes, ces dimensions mythiques, l'impensé, les non définis, les non dits, peuvent se déployer, j'y passerai rapidement parce que sinon on s'attarderait trop, sur les mythes comme tels, qu'il faudrait faire une différence du mythe comme histoire. Ce n'est pas l'histoire qui explique le mythe, qui s'exprime surtout, et c'est pour ça que Robert Vachon parle aussi de conscience mythico-symbolique, par des symboles, qui n'est pas, et ce soir je pense que quelqu'un va nous expliquer plus profondément sur ce sujet, ce n'est pas un signe qui représente une autre chose, c'est la chose manifestée comme telle, sous forme symbolique. Ce n'est pas une chose qui parle sur une autre chose, c'est la chose elle-même. S'il ne parle pas, au moins elle se manifeste. C'est une sorte d'épiphanie de l'être à travers le symbole qui peut comprendre la foi, que parfois c'est le véhicule du mythe, qui va donner ce qu'on parle de croyances, convictions, quelqu'un dirait de dogmes, pour les faire saisissables. On s'en va vers la dimension logique sans y rentrer. Ces croyances, ces convictions vont s'articuler par des rites, par des cultes, que Robert Vachon, je pense d'une façon très louable, définit comme les mythes en action. C'est l'expression du mythe. Certainement que de la deuxième dimension, la dimension logique, on peut en quelque part faire, et on l'a fait, une liaison avec cette dimension qui se situerait à ce niveau-ci par les symboles qui, en quelque part, on dirait que c'est l'expression de l'expérience, mais que plein de fois l'expérience comme telle peut précéder même les symboles. Un premier sens de cette expérience, c'est le logos de l'être, qui veut dire, on pourrait dire en latin, et je pense que ça qualifie beaucoup, c'est le verbum entis, c'est le logos de l'être, c'est l'être qui parle par les symboles. Et cette dimension, je peux vous dire que dans les 95% d'études d'anthropologie culturelle, elle est absente. Elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Ou, maximum, on prend le rite et le culte, le mythe en action. Mais tous les autres niveaux, parfois aussi les symboles, mais je pense plein de fois en confondant symbole avec signe, mais peut-être 95% non, mais 90%, ça n'existe pas. Et quand tu essaies d'en parler de ça, ou tu es combattu comme un être ésotérique bizarre, ou simplement on pense que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la culture. Même si ceux qui combattent cette dimension du mythos ne sont pas conscients de quel est le mythos propre qui leur porte à nier ça. Parce qu'ils le font à partir aussi du mythos propre. Mais bon, j'arrête la parenthèse parce que ce n'est pas ça le sujet de notre exposé. La dimension logique, oui, c'est celle à laquelle on est plus habitué. C'est le champ de ce qui est pensé, de ce qui est défini. C'est là où se situe non le symbole mais le signe.
en essayant de définir, il a trouvé observation différentes définitions ou phrases. Il dit que c'est de l'ordre logico-épistémique, c'est le verbum mentis, le logos de la raison, et c'est une conscience épistémique. Parce que la vérité et la réalité sont de l'ordre du conceptuel, ne sont plus de l'ordre symbolique, mais qui sont en relation. Parce que le logos, en quelque part, est déjà en contact avec le verbum mentis, mais lui, en lui-même, c'est un produit de l'intellect, c'est un verbum mentis, de la pensée, de la mente, de la pensée. Ici, on peut déployer 4 stades ou 4 dimensions interreliées. Le logos en soi, au sens propre, c'est la pensée. Les concepts, les signes, les termes, qui sont des instruments du logos. La raison comme véhicule du logos. Et la science, au sens des processus de connaissance, que c'est l'expression du logos. Là, oui, vous pourrez trouver les 120% des études d'anthropologie culturelle, des études sur d'autres cultures, qui se concentrent sur cette dimension. Et c'est bien. Même, c'est bien qu'ils se concentrent, mais en coupant de l'autre dimension, plein fois, même ces signes, ces concepts, ces termes ne peuvent pas être replacés comme il faut dans l'ensemble. Et après, là, il faut... Si quelqu'un veut copier, je pourrais vous le passer plus tard, je ne serai pas préoccupé pour ça. À un autre niveau qui maintenant émerge, il y a ce que, si le niveau du mythos c'est ce qui n'est pas pensé, du logos ce qui est pensé, le niveau de ce qui ne peut pas être pensé, l'impensable. Dans d'autres mots, on pourrait dire c'est le mystère. Je pense que c'est le mot peut-être qui collerait plus près à son essence, à son sens. Mais attention que c'est un mystère qui ne peut pas être réduit à une énigme. L'énigme, ce n'est pas un mystère. Parce que le mystère ne doit pas être résolu en soi. Ce n'est pas une énigme à résoudre, tôt ou tard. Maintenant, on ne peut pas, mais plus tard, on aura les outils pour le résoudre. Non. Le mystère ne demande pas à être résolu. Parce que ce n'est pas une énigme. Qui n'est pas non plus la même chose que quelques états psychologiques qui puissent se produire dans l'être humain. Et en quelque part, en reprenant le mot de Panicard, les mythes, au sens profond du terme, en dernier terme ou en premier terme, je ne sais pas, ou les deux ensemble, c'est le véhicule du mystère. Ce qui est présenté comme une triade verticale, au fond, elle retournerait sur elle-même. Et vous êtes dans le transdisciplinaire, je n'ai pas à vous expliquer plus parce que vous comprenez très bien de quoi il s'agit. C'est le non définissable, c'est l'impensable en soi. Ceci qui peut paraître, j'en conviens, maintenant très abstrait, très coupé de ce qu'on pense quand on parle de culture, je pense que c'est un outil qui nous permet de rentrer, au moins de percevoir toute la complexité que dans une dynamique de relations interculturelles peut se passer. Peut-être on peut arriver à des accords à niveau logique parfois très, très quotidien, mais qu'est-ce qu'il arrive quand nos mythes profonds sont vraiment très éloignés les uns des autres. Ça veut dire que la communication n'est pas possible, pas toujours on va l'aborder. Je m'arrête ici de ce schéma. Je demanderai aussi maintenant, et je reprends un peu je voudrais au moins vous lire deux petits passages de Panicard concernant les mythes
ou le mythos, merci, merci pour les fenêtres, qui peut-être vont nous éclairer, peut-être pas, on verra, en comparant, pour différencier ce qui est la conscience mythique de la conscience logique. Il dit, je traduis de l'espagnol, j'espère que je ne ferai pas de bêtises, la conscience en soi est mythique, la compréhension est logique, la contemplation appartient au mythos, la méditation au logos, la foi se trouve dans les sphères du mythos, la raison dans celle du logos. Mais les deux sont inséparables, même si nous pouvons et nous devons faire les différences qui s'imposent, qui ne veut pas dire les couper. Il dit que le mythos, c'est quelque chose qui se trouve dans une chambre de fluidité, contrairement à un concept, à une notion qui est donnée, ce qui en fait sa force et aussi sa difficulté de l'atteindre, parce qu'il nous échappe toujours à quelque définition que ce soit, ce qui peut être très déroutant et très angoissant, mais c'est sa propre nature, on ne peut rien y faire. Oui, on peut faire quelque chose, l'accepter. J'aime beaucoup l'image qu'il utilise et que je l'ai adoptée, c'est une sorte d'horizon qui toujours s'en va plus loin. Personne n'a jamais été dans l'horizon. Parce que quand il est dans l'horizon, ce n'est plus l'horizon. C'est toujours quelque chose qui se repousse, mais qui a un sens, qui existe. Mais personne, je n'ai jamais été dans l'horizon. Je peux l'être peut-être pour le regard de l'autre, mais pas pour moi-même. Quelque part, le mythos se trouvait dans cette dimension. Et il faut dire aussi que quand avec la raison, avec la lumière de la raison, on éclaire l'obscurité du mythe, le mythe disparaît. Quelque part, ça me rappelle certains passages, même dans la Bible, qui dit que Dieu aime l'obscurité, même pas la lumière, contrairement à d'autres qui pourraient dire le contraire, mais qu'il y a des passages dans ce sens-là. Mais nous sommes tellement croyants dans nos mythes que nous avons besoin de l'autre pour le découvrir. C'est très difficile, pour ne pas dire impossible, mais encore là, il ne faut pas faire des affirmations finales, autodécouvrir ses propres mythes, si ce n'est pas par la présence de l'autre avec ses propres mythes, qui me renvoient comme un miroir à ce qui fonde ma propre réalité. Mais certainement qu'on ne peut pas atteindre les mythes ou les mythos d'une façon analogue avec la non-contradiction ou le principe de non-contradiction de la Terre inclus. Là, il y aurait peut-être des ponts à jeter par une raison conceptuelle. Il faut vraiment comprendre qu'il s'agit d'une autre dimension qui font conscience mythico-symbolique, une conscience que je pense que dans le monde occidental moderne, s'il n'est pas absente, est pas mal malade. Et pour comprendre vraiment qu'il ne s'agit pas de contradiction, sinon d'un espace de non-dualité, que maintenant je mentionne comme tel, que je répandrai aussi un peu plus tard. Mais il y a quelqu'un qui avait dit une fois que toute chose qui est parfaite est trinitaire. Chaque fois je pense plus que c'est vrai. Étant donné que nous avons ces trois dimensions de toute réalité culturelle, dans le schéma n'apparaît pas, mais je voudrais l'apporter, au niveau du mythos, je pense qu'il y a une autre trinité qui se déploie à son intérieur, qui serait peut-être un deuxième niveau de transculturalité.
Mais encore là, en laissant la porte ouverte, que quelqu'un d'une autre culture vienne questionner ce que je viens de dire. C'est la triple dimension de la réalité, et je dirais même du réel, peut-être, mais là je serai plus prudent, avec un mot qui est très laid, mais qui est fait de 3 racines grecques, qui a été mis en usage par Panicart, que c'est la triple dimension cosmothéandrique de toute culture. Au-delà de ces 3 niveaux de réalité, au fond plus profond du mythos, toute culture a quelque chose à dire ou à véhiculer sur l'anthropos, sur l'être humain, sur le cosmos et sur le divin, indépendamment du contenu qu'on puisse donner à ces 3 dimensions. Même quand on nie une de ces 3 dimensions, la négation elle-même en présuppose une existence. C'est de la structure du réel que toute culture s'articule par une triade cosmothéandrique, ou cosmothéandrique c'est mieux, c'est plus facile à dire, qui ne présuppose pas d'abord les hiérarchies qui peuvent se mettre en place selon différentes époques historiques et différentes cultures. Il peut y avoir des hiérarchies, il peut y avoir même des négations d'un de ces éléments, mais ils sont toujours là. On finit toujours par parler et du cosmos, et de l'être humain, et du divin, même si c'est pour dire que ça n'existe pas. On est pris là-dedans parce que c'est de la structure du réel. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Et je ne veux même pas le discuter. Même, depuis longtemps, je refuse presque de discuter sur ça. C'est peut-être un impératif catégorique, mais il y a des choses qu'une fois on les perçoit, on ne peut rien faire que dire c'est ça. Point. Alors, pour répondre, le niveau du mythos, le niveau du logos, le niveau du mystère, qui en quelque part ferme la boucle, en tenant compte que ces mythos s'articulent sur l'anthropos, sur le cosmos et sur le divin. Ceci qui reste encore, j'en conviens, très, très théorique, qui est non une méthodologie, mais une méthode. Je vais faire clairement la différence, parce que si ce serait une méthodologie, ce que je suis en train d'exposer, je resterai dans le niveau intermédiaire du logos. Et ce qu'il nous faut, ce n'est pas une méthodologie, sinon une méthode. Et la nuance n'est pas gratuite, je pense qu'elle est nécessaire. Je voudrais, avant de rentrer dans l'approche diatopique et dialogale de l'interculturalité, je voudrais rentrer un peu un sujet qui donnerait pour tout un symposium et colloque pendant 2 semaines, que je vais simplement effleurer, toute la question du pluralisme et au fond du pluralisme culturel. Je le répète, non pour donner des réponses concernant les relations de tout ceci avec la transdisciplinarité, mais pour prendre conscience de que le défi auquel nous sommes confrontés est peut-être beaucoup plus exigeant de tout ce qu'on peut soupçonner. Ce qui est déroutant, même je dirais parfois angoissant, mais en même temps très vivifiant. Vivifiant, on dit ça de vivifiant. D'abord, je dirais que le pluralisme n'est pas la simple pluralité. Ce n'est pas le simple constat de qu'il y a des choses, que la réalité est plurielle, même si elle l'est. Parce que le pluralisme, ce n'est pas la simple pluralité d'objets, comme tel, mais plutôt s'éveiller, se réveiller peut-être, à la relativité radicale de toute chose, qui n'est pas du relativisme, c'est une sorte de, je dirais, de monisme multiplié,
mais la relativité radicale de toute chose, qui veut dire la relation permanente de toute chose avec le tout. Mais cette conscience pluraliste, elle ne peut que surgir si on n'identifie pas les limites de la raison avec les limites de l'être. Et là, ça c'est très important. Michel, l'autre jour, a déjà dit une phrase que j'aime beaucoup, a retourné à l'envers la phrase cartésienne de cogito ergo sum, je pense donc j'existe, par j'existe donc je pense. Je ferai peut-être une précision, je dirai encore plus, je suis, je ne sais pas si la traduction en anglais ou en brésilien permet la nuance, mais je suis et donc je peux penser parmi d'autres choses. Je pense que depuis Parménides, ce n'est pas seulement depuis Descartes, la réduction de l'être à la pensée, c'est peut-être une réduction qui a permis certains avancements à certains niveaux, mais qui globalement, je pense qu'elle est meurtrière. Alors, il faut la dépasser pour rentrer dans une conscience du pluralisme, je le répète, en ne confondant les limites de la raison avec les limites de l'être. Et avec les schémas que je viens de montrer, en quelque part, on peut, sinon comprendre totalement, sentir qu'il y a des éléments qui nous amènent vers là. Mais, en même temps, dans un passage suivant, nous sommes obligés de voir que ce pluralisme ne peut pas être réduit ni à l'unité, ni à une multiplicité qui soit intelligible, qui soit compréhensible. Je pense qu'on peut dire en quelque part qu'il se maintient comme position équidistante de deux. Sans nier qu'il puisse avoir une certaine unité, une certaine multiplicité, mais ce n'est pas son affaire. Cette conscience pluraliste n'essaie pas de réduire le tout à une somme totale de parties, à une collectivité, à une unité formelle de quelque ordre que ce soit. C'est en quelque part s'éveiller aussi à la conscience à l'acceptation positive de la diversité en tant qu'irréductible. Ce n'est pas que j'accepte la diversité parce que tôt ou tard, par les instruments de la raison ou quoi que ce soit, je réussirai à la convertir en une unité. Les différentes idéologies diffèrent selon, en ce qui concerne les procédures et en ce qui concerne la rapidité. Non, il ne s'agit pas de ça. Le pluralisme ne rêve pas d'abord que tôt ou tard l'unité va se faire à tout prix. Peut-être que oui, peut-être que non, ce n'est pas son affaire. Ne rêve pas de cette unité. Ce n'est pas un rêve eschatologique qui nous amène là, mais qui prend le présent comme tel et l'assume dans sa diversité et même dans son incompatibilité. En fait, ne veut pas forcer les différentes attitudes, différentes réalités dans ces cas de culture, dans une unité artificielle. Moi, j'en ai fait de l'expérience, par exemple, le peu que je connais du monde de l'Inde et de l'hindouisme, même si c'est parce que j'ai une mère qui est hindoue, qui m'a adopté à un moment donné de ma vie, la présence constante de chercher un équilibre entre les polarités sans chercher une synthèse supérieure. L'affaire de l'unité, c'est une affaire très occidentale. On pourrait peut-être faire une historique pourquoi est devenue une obsession presque pour nous. Non, c'est une étude à faire, mais je peux vous assurer que ce n'est pas l'affaire, même pour le peuple autochtone, chercher cette unité à tout prix. Je me rappelle une image que les Mohawks nous expliquaient pour expliquer
comment, depuis le 16e, 17e siècle, ils avaient vécu tous les traités de paix avec le peuple européen. Ils disaient des traités qui n'ont jamais été respectés, mais qui pour eux sont encore valables. Même si le gouvernement canadien, les États-Unis, etc., ils s'en foutent, évidemment. Ils disaient, on est dans la même fleuve, dans la même rivière, mais nous, on a un autre canot, et vous, votre bateau. Mais on voyage dans la même rivière. On n'a pas besoin de construire le même bateau. Si tu veux venir dans mon canot, bienvenue. Mais je ne t'oblige pas. Ce n'est pas nécessaire. Il faut que tu sois dans ton bateau de la meilleure façon possible. C'est ton obligation. Et même ça, c'est fait dans les traités de paix, au moins de peuple iroquois, avec les wampum, qui sont des ceintures, qui parfois peuvent être des ceintures, parfois peuvent être comme des colliers, ça dépend, mais qu'il y a toujours une chose qui est très claire, quand ils sont tissés, les extrémités ne sont pas tissées. Les fils de couleur, les extrémités sont libres. Ils se tissent dans tous les wampum et finalement, ils continuent, malgré tout les tissages de différentes couleurs, à la fin, ils demeurent séparés. Je dirais, nous, ce qu'on ferait, c'est prendre les wampum et les mettre dans une teinture et dire toutes la même couleur. Ça serait la vision de l'unité. Et pour eux, ce n'est pas ça qui importe. C'est de pouvoir traîner quelque chose ensemble en sachant qu'on le fait précisément parce qu'on est différents. C'est ça que le pluralisme se tient entre l'unité et la multiplicité, entre le monisme et le dualisme. Même si je pense, ça c'est une parenthèse, que le dualisme n'est rien d'autre qu'un monisme plus intelligent, qu'en connaissant la difficulté du monisme direct, prend la voie du dualisme pour tôt ou tard arriver au monisme. De la même façon que le polythéisme, c'est du monothéisme multiplié. Ce n'est pas du pluralisme religieux. Je ferme la parenthèse. Il ne s'agit pas, dans une vision pluraliste, d'établir l'unité malgré les différences, mais plutôt de vivre l'harmonie grâce et à cause de nos différences. Et ça, c'est vraiment un changement de perception et de vécu auquel moi-même, si j'y pense profondément, j'ai du vertige. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un effort très difficile de vivre ou de mettre ensemble la diversité sans abandonner jamais l'identité. Et ceci, je le dis par une critique à certaines théories du métissage, au fond, ne sont rien d'autre, je pense, parfois, qu'une nouvelle vision du universalisme, que par une coloration superficielle, pense que les choses vont mieux aller. Mais ici, il y a une autre chose que Michel aussi a commenté le jour de son exposition à Sao Paulo, c'est que tout ceci n'est pas possible si on ne fait pas deux passages, je dirais presque initiatiques, qui nous questionnent profondément. Au moins, moi, quand je les ai faites, j'en ai souffert. Peut-être pas vous, mais c'est mon expérience. D'abord, l'autre, ce n'est pas une aliud, qu'on dirait en latin. Ce n'est pas un objet de connaissance sur lequel je jette le regard pour le connaître et dire qu'est-ce qu'il est, mais c'est une alius, une source de connaissance pour lui-même et pour moi. Ça, moi je ne suis pas sûr si moi-même je suis prêt à toujours endurer ça, parce que c'est très difficile. Ce n'est pas un objet de connaissance, c'est un sujet, c'est une source de connaissance en elle-même. Le deuxième passage nécessaire, ce n'est pas la même chose que je viens de dire, mais il y a quelques ressemblances, c'est qu'au fond,
s'il n'y a pas d'amour dans cette relation, tout ça n'est pas possible. Je ne pourrais même pas connaître l'autre dans le sens de Aliut s'il n'y a pas d'amour. Cet amour implique que sans laisser d'être moi-même, l'autre c'est une partie de moi-même. Mais là, je reviens à le schéma. Si on essaie de comprendre ça par le logos, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. On devient fou, sincèrement. On peut avoir vraiment un choc psychologique parce que ça ne marche pas. C'est de l'ordre du mythos, c'est l'ordre de la communion mythique. Et là, peut-être un troisième élément, que ce qu'on pourrait appeler transculturel serait en quelque part atteindre une communion dans les mythos, qui ne veut pas dire avoir le même mythos, mais atteindre une communion dans les mythos. Mais la communion, c'est amour, c'est donation de soi aussi, pour recevoir l'autre. Chance que je ne suis pas dans une université européenne, avec plein d'anthropologues, sociologues et autres ologues, parce que je me ferais tabasser. Oui, je le dis sincèrement, parler de l'amour comme l'élément important d'une relation interculturelle, comme dire, ça ne va pas monsieur, hein, vous avez des problèmes. Oui, j'ai déjà des problèmes avec vous, mais en tout cas. Le pluralisme, c'est quoi du catalan ça? Le pluralisme nous amène à reconnaître qu'il peut y avoir plusieurs centres d'intelligibilité, que le logos n'est pas unique, n'est pas l'unique centre, mais qu'il y a aussi le mythos. De plus, il nous amène à reconnaître qu'il n'y a pas de nécessité ou même de convenance que la réalité soit réduite à un seul centre d'intelligibilité à valeur universelle. Il va même, et ça c'est le troisième élément, je pense que moi comme occidental moderne me questionne profondément, que la réalité n'est pas nécessairement, elle n'a pas besoin de l'être non plus, intelligible. Et alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fonctionne dans la vie? Par ce que je dirais, par une confiance cosmique. Par une perte de volonté de contrôle sur la réalité, qui ne veut pas dire abandonner toute forme de connaissance de la réalité qui peut être utile, qui peut être non utile sinon souhaitable, mais en sachant que le réel, si j'ai bien compris la différence hier que Bassara faisait entre réel et réalité, sinon vous allez me corriger, ne peut pas être réduit à un objet de connaissance. Il va toujours échapper à toute intelligibilité que ce soit de notre origine. Et malgré tout, le soleil sort chaque matin. Il ne sort pas parce que j'ai compris pourquoi il sort. Il sortait avant, il sortira après. Et la réalité a un rythme propre qui n'a pas besoin d'être compris profondément dans le sens au dernier élément pour qu'elle soit. Au fond, c'est de l'amour aussi, parce que c'est faire confiance à cette réalité. Si on pouvait faire le rappel de toutes les bêtises que depuis 150 ans on a fait pour un manque de confiance dans la réalité, on serait abasourdi. C'est mieux qu'on ne le fasse pas. Vous n'êtes pas trop fatigué? Moi oui. Bon. Cosmothéandrique, mythos, logos, mystère. Ouf. Bon. C'est très laid comme moi, mais j'en ai pas d'autres. Qu'est-ce que vous voulez? Une fois, on a simplement effleuré des éléments qui ne font pas définir, qui ne définissent pas le pluralisme, mais en quelque part nous donnent les contours, pas les limites. J'aime mieux parler de contours que non de limites claires.
Je pense qu'on peut aborder, même si c'est une façon aussi limitée, ce que j'appelle l'approche diatopique et dialogale. Parenthèse, j'ai oublié de vous mentionner que par des problèmes parfois non contrôlables, s'est glissé une erreur dans le titre de mon exposé. Ce n'était pas un questionnement diatopique et dialogal de la transdisciplinarité, sinon de la transculturalité, hein, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est maintenant que je m'en rappelle, et c'est important de le mentionner. Quand diatopique et dialogal, bon, c'est pas méchant, hein, c'est compréhensible. Je pense qu'on peut dire en quelque part que chaque culture, chaque civilisation se trouve dans une topos, dans un lieu, qui ne veut pas dire un territoire dans ce sens. C'est pour ça que j'utilise topoi, du grec topos, qui veut dire surtout lieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut aimer ou pas aimer, c'est comme ça. Elle construit son propre topoi. Et c'est dans cette topoi, dans cette topos, qu'elle se développe. Et c'est dans chaque topoi que chaque culture développe ses modes respectifs d'intelligibilité, certainement avec une tradition historique propre, et certainement avec une influence des autres cultures qui n'est pas un novum maintenant, qui a toujours existé dans le passé, peut-être avec des intensités différentes, mais qui était là. Alors, nous sommes placés dans une réalité dans laquelle la distance qu'il faut dépasser entre différentes cultures, ce n'est pas une sorte de distance factuelle. Dans un contexte homogène, différents faits mais qui s'enracinent dans le même topoi, mais non plus une différence qui va du présent au passé, parce qu'on est dans des temporalités différentes, qui porterait à essayer de dépasser des anachronismes, une fosse temporelle. Non, la distance, c'est plus qu'une distance diachronique ou factuelle. C'est une distance, si on pourrait dire, non, on peut dire diatopique, que accepte, au nom du pluralisme que je viens de mentionner, que nos expériences humaines sont fondamentalement différentes, que nos structures mentales, nos mythes profonds, on ne peut pas d'abord présupposer qu'ils sont les mêmes. Peut-être que oui, peut-être qu'ils sont plus proches de ce qu'on pensait, mais peut-être que non. Ceci nous oblige, quand on veut vraiment comprendre, mais pas dans un objet, sinon dans l'autre sens que j'ai mentionné tout à l'heure, l'autre, il faut que, même si c'est d'une façon minimale, on rentre dans son topoi. On rentre dans son univers mythique, même si c'est partiellement. Toujours sera mieux que ne pas y rentrer du tout et prétendre qu'on a une instance supérieure métaculturelle qui nous permet d'analyser l'autre. Sans être conscient que cette instance, elle est déterminée culturellement. En quelques mots, pour résumer ça, l'interprétation diatopique, c'est celle qui essaie de découvrir ces distances culturelles radicalement différentes en réunissant, qui ne veut pas dire en mettant une sur l'autre, dans un dialogue qui nous permettra l'émergence d'un mythe dans lequel on puisse rentrer en communion et qui peut-être permettra de nous comprendre sous un même horizon d'intelligibilité. Peut-être, parce que ce n'est pas sûr. Mais cet horizon ne sera pas exclusivement l'horizon de l'un ou de l'autre. Personne possédera cet horizon. Lui
va nous posséder peut-être, mais pas nous, pas les cultures. On peut dire que l'interprétation diatopique, c'est celle qui essaie de comprendre la texture du contexte pour dépasser la distance, non du présent en référence au passé, ni du passé en référence au présent, mais du présent en référence au présent. Ce n'est pas diachronique, ce n'est pas factuel, c'est diatopique du présent en référence au présent. En même temps, je pense que bon, je ne parlerai plus de dialogique parce que, sans le nommer, je l'ai déjà quelque part, sinon expliqué, effleuré, c'est que c'est le dialogue que je fais avec quelqu'un, surtout, même dans ma propre culture, intraculturellement, je le réduis à un dialogue du non-logo. Ce n'est pas un dialogue. Si je le réduis à ça, parce qu'il arrivera la situation que si tu as raison, je ne peux pas avoir raison. Et c'est la guerre. Le plus fort va gagner. Et ce n'est pas par là qu'il passe le dialogue dialogal. Le dialogue dialogal, même si on commence par les logos, traverse nos logos pour atteindre les mythos. Certainement que c'est un dialogue qui ne peut pas se faire d'une façon par des machines de traduction automatique, sinon par une connaissance personnelle, et je reviens à ce que je disais, par un amour. Par un amour dans lequel c'est surtout donation de soi, dans ce qu'on est. Et acceptation de l'autre en tel qu'il est, qui ne veut pas dire ne pas avoir des opinions sur des choses qui peuvent nous déranger, qui peuvent peut-être nous dérouter, mais d'abord c'est accepter. Comme dirait l'Évangile, ne pas juger. Ne pas juger. C'est pour ça que je préfère parler d'une méthode que d'une méthodologie, même si c'est peut-être une question de linguistique pas très importante, parce que cette méthode demande certainement des compétences logiques, parce qu'on est des êtres rationnels aussi. Il ne s'agit pas d'évacuer cette dimension de Zion que j'exprimais, pas du tout, mais il demande des compétences dans le sens de se laisser imprégner par le mythe de l'autre. Parce que sinon, il n'y a pas de communion mythique qui peut se faire. Les données objectives, les explications qu'un anthropologue puisse me faire de notre culture, elles sont nécessaires, elles sont souhaitables et elles sont utiles, mais ça ne suffit pas. Si tout ceci n'est pas la porte pour rentrer dans quelque chose de plus profond, on reste limité. Il y a un autre élément qui n'est pas contenu dans le titre, mais que je pense qui est important, qui est très difficile à expliquer, même si c'est plus facile de ce qu'il semble. C'est un mot aussi un peu méchant. C'est Panikkar qui a généré cette terminologie que je trouve très intéressante. Il parle des équivalences homéomorphiques. L'expliquer théoriquement, c'est presque impossible, et c'est pour ça que je vais vous donner un exemple. Et là aussi, on pourrait trouver un quatrième élément qui rentrerait dans le champ du transculturel peut-être. C'est à voir. Quand Panikkar parle d'équivalence homéomorphique, il donne un exemple qui me semble qui est assez éclairant. Il prend toute la question des droits humains. Vous savez, plus ou moins, qu'il existe un discours officiel assez répandu partout dans le monde, que les droits humains sont universels. Quand on dit que les droits humains sont universels, je pense qu'on est en train de dire des choses très différentes, mais surtout deux choses. Qu'on souhaite qu'ils soient universalisés, dans le sens qu'ils soient répandus partout dans le monde, parce que, préalablement, on pense qu'ils sont universels culturels en soi. C'est parce qu'ils sont universels culturels, dans le sens que personne ne peut s'y opposer, parce que ça va de soi
que c'est la meilleure chose qu'on peut avoir, on veut qu'il soit universel de facto. Ils le sont de fait, on le veut qu'il le soit de facto. Bon, sans rien dire contre les droits humains, parce que certainement sont un instrument qui ont démontré, je pense, à plusieurs reprises, leur utilité, surtout pour se défendre des abus, soit du champ économique ou politique surtout, qui soient utiles dans le passé, dans le présent et sûrement dans le futur, ne nous autorisent pas à penser qu'ils sont universels. Je dirais encore plus, celui qui dirait aux droits humains ou exploitation humaine, c'est une sorte de totalitarisme. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'équivalence homéomorphique? Bon, ça a à voir la chose suivante. Je peux défendre de toute ma conviction l'utilité et la positivité des droits humains comme instrument qui nous permet de défendre une dignité humaine face à des abus. Et retenons ça, ils sont issus comme un instrument de défense, surtout. Mais toute la passion, force et conviction que je peux mettre dedans ne m'autorise pas du tout à prétendre qu'il n'existe pas d'autres codes, d'autres systèmes, d'autres constructions dans d'autres cultures qui peuvent avoir une fonction équivalente, sans parler des droits humains. Parenthèse, dans plusieurs langues, au moins dans les langues iroquoises, le terme droit n'existe pas. Je peux le voir comme il leur manque quelque chose, ou je peux le voir comme que ce que j'assure à travers les droits, peut-être qu'ils vont l'assurer par d'autres chemins. Quel exemple on pourrait prendre? J'en prendrai deux. Dans les contacts avec le peuple iroquois, surtout moi, quand nous on essayait, par exemple parce qu'on était en train d'organiser un colloque sur justice blanche, justice autochtone, qui tournait sur les droits, on leur disait, tout s'est passé à l'anglais, parce que nous on ne parlait pas leur langue, ils avaient du mal, comme on dit au Québec, ils avaient de la misère, à trouver un mot pour dire droit. Même s'ils avaient des systèmes, comme nous on dirait, juridiques, mais ils n'avaient pas un mot. À un moment donné, ils nous ont sorti le mot Goucheventa. Goucheventa. On a dit, c'est quoi ça? Et alors là, encore une longue consultation entre eux pour se mettre d'accord sur le sens de Goucheventa. Et en fin de compte, ils nous ont dit la grande paix. Et moi, j'ai dit, ça ne va pas. Le droit, bon, oui, c'est pour assurer la paix, mais moi, j'ai dit droit, Goucheventa. Ça ne va pas. Moi, j'étais en apprentissage, hein, excusez-moi. Mais moi, ça me choquait. Et finalement, ils nous ont dit, nous, pour que les gens soient respectés comme tels, on a besoin d'une vision de la grande paix cosmique qui intègre tous les êtres. Tous les êtres, et du présent, et du passé, et du futur. Alors défendre des droits individuels, nous disait quelqu'un, d'un être du présent, sans tenir compte comment ça peut affecter dans le futur et dans les autres êtres, nous, on n'est pas autorisé à le faire. Il passait moins par les droits pour se défendre comme par l'harmonie de toute la grande paix cosmique qu'ils appellent Goucheventa, à partir de leur histoire du grand pacificateur, de leur légende, qui peut-être qui n'est pas une légende. Alors, on serait placé dans une équivalence homéomorphique. Ce qui ne veut pas dire que la grande paix Goucheventa soit la traduction littérale des droits humains. Non. C'est que dans les contextes propres, dans son propre topoi, la fonction qui fait en quelque part est équivalente, mais pas 100%. Hein, ce n'est pas une équivalence totale, sinon fonctionnelle dans leur contexte. La même chose arrive quand celle qui est ma mère, à un moment donné, me dit, moi quand j'entends vous, les Occidentaux, parler des droits humains, qui sont universels, j'ai envie de vous proposer que mon dharma hindou soit universel aussi. Ah non, non, madame, le dharma est hindou, c'est pas universalisable ça. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, les droits humains, ce n'est pas non plus universalisable. Alors, c'était une façon de nous choquer, mais en quelque part,
ce qu'elle voulait nous transmettre, c'est que l'instrument que nous, on avait développé depuis 1946, mais 45, mais en tenant compte que ça vient au moins de la Révolution française et de la Révolution américaine, pour être très valable dans des contextes précis, mais surtout qu'eux aussi, ils avaient d'autres critères, peut-être avec des limitations comme les droits humains, mais avec beaucoup de choses à donner, qui faisaient une équivalence, qui donnait des éléments pour assurer une certaine paix et harmonie sociale qui n'était pas fondée exclusivement sur l'individu. Parce que si la personne est importante dans toutes les cultures, ce n'est pas la première chose importante dans toutes les cultures. Il faut faire cette nuance. Alors, l'équivalence, la recherche d'équivalence homéomorphique, ce n'est surtout pas une traduction littéraire, sinon une contextualisation d'éléments qui peuvent être semblables, que peut-être dans leurs structures sont très différents, mais que dans les contextes, ils ont des fonctions au moins, je dirais, équivalentes. Alors, je n'ai pas parlé de transculturalité, mais ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu une idée. Peut-être, au-delà des différences que j'ai signalées concernant les disciplines, les cultures que j'ai faites tout au début, il y a un élément peut-être qu'il faudrait qu'on tienne compte, ou deux éléments. Le transculturel, ce n'est pas une donnée du départ, peut-être c'est quelque chose qui vient après. On ne peut pas le présupposer du départ, si on peut-être, si ça se produit, si ça se manifeste après. Après, vraiment, ce dialogue interculturel. Mais, je vais être un peu méchant, même si elle se manifeste, cette dimension transculturelle, elle ne se manifeste pas acculturellement. Elle va être toujours incarnée et manifestée à partir d'un cadre culturel donné. Peut-être que l'expérience profonde que j'en ferai, première, sera transculturelle, ou sera acculturelle. Mais du moment que je vais essayer de moi-même la construire dans l'explication et la transmettre, elle ne sera plus acculturelle, sera forcément culturelle. Je voulais faire ces observations pour arrêter ici, pour maintenir la parole, donner du temps à la discussion, parce que, surtout, je ne voudrais pas que malgré tout, malgré nous-mêmes, on finisse par plaidoyer un nouvel universalisme. Je pense que ce serait un mauvais service à la transdisciplinarité et à toute la réalité entière, même si on le ferait avec la meilleure des intentions. Je ne sais pas si j'ai réussi à donner des éléments qui peuvent aider dans cette réflexion. Je ne me sens pas autorisé à parler de transculturalité pour les éléments que je vous ai mentionnés, mais je suis prêt à relever les défis de le faire, en tenant compte que là où j'en suis présentement, c'est à ces deux postulats, que le transculturel vient après, ce n'est pas une donnée du départ, c'est peut-être un résultat, mais qu'il est toujours comme l'eau qu'on essaie de prendre dans le domaine, qui va toujours nous échapper, et peut-être tant mieux que ce soit ainsi, parce que, imaginez-vous qu'on puisse arriver à un transculturel clair et défini, la pulsion de pouvoir que nous sommes capables de développer pourrait être meurtrière. Alors peut-être c'est une sagesse du réel que les transculturels qui existent ou qui est, nous échappent toujours. Et peut-être il va falloir l'accepter. Et là, je m'arrête pour vous écouter.